היום, למד בשבט, תשס"ט, le 24 février 2009, réception au nom de Yad Vashem de M. Jian Théon, natif de Tlemcen, dans le département de l'Oranais, en Algérie, né en 1918. Son témoignage sera reçu par l'intermédiaire de Dov Guedi. Monsieur Jian, décrivez-nous s'il vous plaît votre famille. Qui étaient vos parents? Aviez-vous des frères et des sœurs? S'il vous plaît. Oui, eh bien, Monsieur Dov, je suis né donc en Algérie, comme vous le disiez, à Tlemcen, une petite ville assez importante de 60 000 habitants environ, d'une famille de 9 enfants. J'ai perdu 3 frères que je n'ai jamais connus qui étaient nés avant moi, mais nous sommes donc restés 6 à vivre, et puis malheureusement, actuellement, il ne reste que mon frère Émile qui vit à Nice et moi-même ici. Bon, mes parents étaient très religieux. La profession de mon père, c'était ce qu'on appelait à l'époque tailleur indigène. Ça consistait à faire des caftans, des revêtements pour la synagogue, et tout ça dans le style oriental. Il était passé maître en la matière et il faisait vivre sa famille avec son travail. Mais comme la vie était dure quand même, cela ne suffisait pas. Maman, tout en élevant ses enfants, une fois les enfants couchés, ça donnait à des travaux de couture de façon à pouvoir améliorer l'ordinaire. Comment s'appelaient vos parents? Papa, c'était Jacob Jian, fils d'Eliaou. Maman, Genouna El-Nouchi, mariée à papa Jacob Jian. Vous avez des frères et des sœurs, vous m'avez dit? Oui, des frères et des sœurs. Quels étaient leurs noms? Alors, parlons de décroissant, Élie, qui était l'aîné, qui est né en 1900. Ensuite Simon, ensuite Camille, ensuite Julie, et tous les 4 que je viens de dénoncer sont décédés. La dernière en date, c'est ma soeur Julie qui est décédée il y a 2 ans à Nice. Et puis bon, il reste mon frère Émile qui est mon aîné et moi-même. Et lorsque vous m'avez dit que vous viviez, votre fond familial était religieux. Décrivez-nous, s'il vous plaît, votre façon de vivre. Ben, Être religieux à Tlemcen, en Algérie. Oui, il me vient à l'idée maintenant qu'une année, j'avais 6 ou 7 ans, nous avions reçu à la maison un grand rabbin qui venait de Jérusalem et qui s'appelait le Rav Cohen, qui était une magnifique tête. J'avais 6-7 ans. Et il venait faire une tournée, je crois, en Algérie, et à Tlemcen notamment. Papa l'a reçu dans la maison, il est venu, il a mangé chez nous, il n'a pas dormi, mais il a mangé 3 ou 4 fois chez nous. C'était un monsieur incroyablement respectable. C'est pour vous dire que papa aimait la judaïté. Donc dès qu'il a su que ce rabbin séjournait à Tlemcen pendant quelques jours, il s'est fait une gloriole, c'est peut-être pas le mot, mais il s'est fait un devoir, disons, de le recevoir à la maison. C'est pour vous dire le côté religieux de la famille. Shabbat à la maison. Je continue en disant que mon frère aîné Élie avait fait des études rabbiniques très poussées, très poussées, mais au moment de passer l'examen final, bon, il a changé complètement de cap et il s'est orienté vers le commerce, etc., etc. Mais ça n'empêche que jusqu'à sa mort, nous avons bénéficié énormément de ses connaissances qui étaient très profondes parce c'était un puits sans fond de connaissances rabbiniques et de la halakha, etc. Donc nous avons vécu dans ce milieu vraiment religieux.
Donc, dans cette vie religieuse, comment la viviez-vous à la maison? Shabbat, par exemple. Ah, le Shabbat, ça revêtait un aspect extraordinaire. On sentait que la Shekhinah venait. Je revois papa en train de se préparer parce que c'était presque l'heure de la synagogue. Il se hâtait et puis bon, il mettait ses plus beaux atours pour aller à la synagogue. Et quand on revenait de la synagogue, moi j'allais avec lui, j'avais 8-9 ans. Mais quand on rentrait à la maison, la table était mise différemment par rapport à ce qui était fait les journées précédentes. Et vraiment, on sentait que c'était le Shabbat à la maison. On sentait. Qui préparait le Shabbat à la maison? Pardon? Qui préparait le Shabbat? Ah, ben, c'est maman. Mais aidée en cela par l'une de mes sœurs ou deux de mes sœurs. Mais c'est surtout maman. Les fêtes, par exemple. Les fêtes. Les fêtes, la même chose. Les fêtes, c'était vraiment, on sentait une différence d'intensité dans la maison, dans la façon de se comporter, dans la façon de manger autour de la table. Alors les fêtes, c'était la réunion de tout le monde. Je peux vous citer par exemple les fêtes de Purim et puis surtout les fêtes de Pessah. Comment ça se passait la fête de Purim? Comment se passait la fête de Purim? Oh, la fête de Purim, eh bien, c'était les gâteaux traditionnels. Hein, et puis quand j'étais gamin, je me souviens que maman me disait, tiens, voilà ce plateau de gâteaux, il faut aller le donner à la tante une telle ou à la voisine une telle. Et puis on nous donnait peut-être une petite pièce d'argent en retour, ce qui était quand même, disons, amusant, mais enfin c'était... Et la Pâque? Oui, alors pour Pessah, on se réunissait et papa c'était lui le chef de table, c'est lui qui marquait sa présence plus que tous les autres, mais nous étions tous autour de lui, toute la famille, et nous faisions les 2 soirs de Pessah avec ferveur, avec, je dirais, bonne humeur et avec joie. Et en quelle langue? Vous parlez à la maison, quelle langue? Alors, quelle est la langue parlée à la maison et la langue parlée à l'extérieur? Alors, la langue parlée à la maison. Maman ne savait pas parler français. Elle était absolument illettrée, mais son illettrisme lui donnait plus de cachet, plus d'envie de lui parler. Par contre, elle comprenait le français. Elle comprenait tout ce que nous disions entre nous en français, mais elle ne parlait qu'arabe. Et nous parlions avec elle en arabe. Voilà. Donc, les fêtes de Pessah, la Haggadah, vous la lisiez en quelle langue? Ah, tout en hébreu, tout en hébreu. C'est-à-dire que vous ne faisiez pas deux fois le Seder, une fois en arabe et une fois non, on ne faisait jamais le Seder en arabe. Sauf peut-être le premier paragraphe où papa traduisait l'entrée du Seder avec un passage en arabe. C'est tout. Mais sinon, mais entre frères et sœurs, on parlait français. Maman comprenait français complètement, mais on s'exprimait avec elle en arabe. Et cela veut dire que vous habitiez dans quel quartier? C'était le quartier juif, le quartier qui était... Non, c'était un quartier où il y avait un mélange de Français, de Juifs, de musulmans, et on vivait en bonne intelligence. C'était pas le quartier juif? Non, c'était pas un quartier juif. D'ailleurs, non, pas du tout. C'était un quartier mélangé. Donc, quel était le niveau de sa relation entre toutes ces communautés, juives, musulmanes, françaises? Écoutez, chacun avait ses convictions. Mais ces convictions, chacun les gardait pour soi, à mon avis. Mais les relations à l'extérieur, elles étaient bonnes. Moi, j'avais des camarades en classe musulmans et chrétiens avec qui je m'entendais très bien. Par conséquent, on se respectait les uns les autres. On se respectait les uns les autres. Et vous vous sentiez français? Ah, ça oui, absolument français. Et ça se manifestait comment? Difficile de vous dire comment ça se manifestait.
on se sentait français tout simplement. On n'avait pas à le manifester outre mesure, on n'avait pas à s'en cacher, c'était tout naturel. C'est tellement vrai que lorsque la guerre a éclaté en 1939, ben, tous mes frères et moi-même avons été tous mobilisés. Ça, nous y reviendrons. J'aimerais vous entendre de nouveau sur les relations entre toutes ces communautés à différentes époques. D'abord, vous avez étudié où? Vous avez étudié où après j'ai fait ma scolarité jusqu'au cours, jusqu'au certificat d'études. Une école française. Une école française qui s'appelait l'école Jules Ferry, par conséquent tout à fait française, des instituteurs français, une scolarité normale. Et ensuite, je me suis lancé vers ce qu'on appelait l'EPS, école primaire supérieure, où j'avais là de bons camarades, aussi bien musulmans. Dans le cadre d'une école française? Uniquement, toujours. Scolarité française. Après les cours de l'école française, alliez-vous dans une école juive comme le Talmud? Oui, alors, généralement c'était le jeudi et le dimanche que nous allions à la synagogue pour apprendre l'hébreu et pour pouvoir préparer notre bar mitzvah. Seulement, on lisait l'hébreu, mais on ne connaissait pas la traduction, et ça a été un tort de ne pas nous avoir inculqué à ce moment-là le sens des paroles ou des lectures que nous faisions. Vous pouvez dire que dans votre enfance, vous avez rencontré une certaine animosité entre vous, entre vos camarades français, chrétiens, ou musulmans, du fait d'être juif? Je ne crois pas avoir souffert de la qualité de juif vis-à-vis de tous les camarades, et juifs d'abord bien sûr, et chrétiens et musulmans. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait des rapports de convivialité absolument intéressants. Ce n'est que lorsque la guerre a éclaté, voilà. Vos camarades d'enfance étaient mélangés, ou alors c'était les camarades uniquement juifs? Non, ils étaient mélangés, mais j'avais davantage de camarades juifs que davantage chrétiens ou musulmans. Mais les rapports étaient, je dirais, plus que courtois, ils étaient presque excellents. Le fait de venir d'une famille religieuse, cela voulait dire que le samedi, ça se passait comment à l'école? Est-ce que vous écriviez? Est-ce que... Ah, absolument, nous étions intégrés à la maison et à l'extérieur. Exactement, nous étions intégrés complètement. Nous allions donc à l'école le samedi. Il n'y avait pas de distinction entre les juifs et les arabes ou les chrétiens le jour du Shabbat, etc. à l'école. Nous étions vraiment des Français à part entière et nous menions la vie de Français qui habitions non pas en France mais en Algérie, mais nous vivions de la même façon que si nous étions habitants de France. C'était des Français aux colonies. Absolument. Donc les événements s'approchent, et est-ce que vous sentez, d'abord le fait d'être une famille religieuse, comment gardiez-vous le Shabbat par exemple, le fait d'allumer la lumière, d'éteindre la lumière, d'allumer le réchaud, comment ça se passait? On dit chez nous le goy du Shabbat. Oui, alors là, nous étions un petit peu larges dans ce domaine. C'est-à-dire que à Tlemcen, il n'y avait pas d'ascenseur, donc on ne prenait pas d'ascenseur. Mais néanmoins, on allumait, quand on rentrait d'une pièce à une autre, le Shabbat, on allumait, bon, ce qui ne se fait peut-être pas actuellement, etc. Vous n'étiez pas Shabbat sur les principes. Voilà, nous étions de très bons juifs, pratiquants, mais pas, j'ose pas dire pointilleux, voilà. Le fait d'être 9 enfants, vous m'avez dit, vos parents, vous viviez dans combien de pièces?
Tout à fait au début, lorsque j'étais jeune, on vivait dans deux pièces assez exiguës. Ensuite, mon frère aîné s'est marié. Nous avons changé donc d'adresse, de rue. Là, nous avions pris un bel appartement, 4 pièces, dans un des plus beaux quartiers de la ville de Tlemcen, le quartier de la Haie des Pins. Dans ce quartier habitait notamment le maire de la ville, le conseiller général, un docteur Nahon, très réputé. C'est vous dire que lorsque mon frère aîné s'est marié, on a changé complètement d'optique. Mais le fait d'être dans 2 pièces, 11 personnes, comment ça? Ah non, on n'a jamais été 11 personnes. 9 enfants? Oui, mais je vous avais dit tout à l'heure au début qu'il y en avait 3 qui étaient décédés par contre. Mais quand même... Oui, on vivait un peu tassé, c'est vrai, mais oui, c'est pourquoi la vie était assez dure. Hein. Papa travaillait d'arrache-pied, maman l'aidait, comme je vous le disais, en faisant de la broderie, etc. Bon, et puis mes frères aînés sont rentrés assez tôt dans la vie courante pour pouvoir évidemment avoir un métier. Vous vous souvenez de vos grands-parents? De mes grands-parents. Je me souviens uniquement de mes 2 grands-mères, maternelles et paternelles. Mes grands-pères maternels et paternels, je ne les ai jamais connus. Vos grands-mères parlaient le français, non, pas du tout, pas du tout. Elles étaient habillées comment? Quel était leur... Ah, elles étaient habillées, même maman, elles étaient habillées, ce qu'on appelle à l'indigène. Maman portait un foulard, voilà, et mes grands-mères, la même chose. Décrivez leur façon de s'habiller. C'était ce qu'on appelait la façon... Quand vous dites indigène, c'est-à-dire un peu musulmane, comme ça. Oui, un petit peu à la façon des musulmans de l'époque, oui, c'est vrai. Voilà. Décrivez-le du haut, du pied à la tête. Bon, maman portait une robe, d'accord, mais quand elle sortait dans la rue, elle avait un châle spécial qu'on appelait le tapis à l'époque, tapis. Bon, c'était un châle rayé qui était très joli. Un calicot peut-être? Non, c'était un châle, un genre de châle. Bon, et puis elle avait un... Et sur la tête, qu'est-ce qu'ils avaient une sorte de col? Ah non, pas ni cornette, ni pas du tout. C'était absolument un châle qui recouvrait la tête, tout simplement. Mais des jupes longues, bien sûr, tout le temps, jusqu'aux chevilles. Aussi bien mes grands-mères que maman. Mais l'instinct d'être français était bien implanté. Ah oui, absolument. Les événements qui commencent à germer, comment cela influence votre quotidien? Vous êtes né en 1918, mais l'année 30, 32, 33, 34, les événements en France influencent comment votre quotidien? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe en France? Oui. Par l'intermédiaire de quoi? Oui, au fil des années, bon, lorsque j'avais 15-16 ans, il y a eu l'avènement... Ah oui, on avait la radio, on n'avait pas de télé à l'époque. On n'avait que la radio. On était au courant des événements de France, et puis il y avait les journaux qui... Quels journaux lisiez-vous? À l'époque, c'était au Grand Matin, je crois, quelque chose comme ça. Il y avait un journal du soir. Il y avait Alger Républicain. Voilà, c'était les journaux qui reviennent à la surface comme ça. Bon, qui décrivaient tous les événements, non seulement locaux, mais français, du monde, quoi. Et quelle tendance avec les journaux, ben, il y avait des tendances, des journaux qui étaient absolument opposés l'un à l'autre. Hein. Il y avait toutes les tendances dans les journaux. C'est-à-dire, décrivez donc un de ces journaux de tendance de droite, un journal de tendance de gauche. Qui était quoi? Je ne me souviens plus très bien de l'intitulé des journaux. Je crois que c'est au Grand Matin ou au Grand Soir. Mais enfin, il y en avait qui étaient de gauche, qui par exemple magnifiaient
la montée du Front populaire lorsque Léon Blum est arrivé, bon, en 1936. Par contre, il y avait des journaux qui étaient contre, qui manifestaient leur mécontentement. Et vous placiez comment? Alors pour Léon Blum, je peux vous dire que nous avons, les camarades et moi, nous avons été pris en main par les organismes qui nous chauffaient, etc. On s'est laissé enflammer, on a défilé. C'est-à-dire quel organisme? Juif ou des organismes? Non, pas organisme juif, non, organisme, disons, de ce qu'on appelait de gauche de l'époque. Voilà. Comme quoi, par exemple? Comme qui, par exemple? Vous pouvez citer le nom d'un de ces organismes? Je ne pourrais pas citer un nom. Officiellement, il n'y avait pas de nom. On a défilé même dans les rues de Tlemcen en chantant des chants du Front populaire de l'époque, parce que Léon Blum, évidemment, ça a été pour nous les Juifs quelque chose d'incroyable. Mais par contre, alors qu'il a fait énormément de bien, Léon Blum, notamment aux colons d'Algérie, ils n'ont pas hésité, certains, à appeler leur chien Blum Blum. Et comment ces événements, par exemple le Front populaire, le fait influence-t-il par exemple vos relations avec les musulmans, avec les chrétiens? Est-ce que tout le monde était dans le même panier ou alors c'était partagé? C'était partagé, chacun avait ses sentiments. On ne se manifestait pas l'un contre l'autre en classe, par exemple, lorsque nous avions 14-15 ans. Chacun avait ses sentiments, mais les relations étaient quand même tout ce qu'il y a de plus correct. Malgré tout? Malgré tout. Mais jamais eu d'animosité, même à cette époque-là de 1936. Léon Blum, le français, était antisémite. Enfin, il n'aimait pas Léon Blum. Il n'aimait pas Léon Blum. Comment pouviez-vous dire ce reflet sur cette vie à Tlemcen, sur votre vie à Tlemcen? Il y avait, c'est vrai, il y avait un noyau de fascistes. Quand il y avait des élections. On les appelait comment? Avait-il un nom particulier? On les appelait fascistes, je crois. Je me souviens pas. Les Croix de Feu, par exemple, y avait-il un bureau des Croix de Feu, par exemple, à Tlemcen? Il y avait les Croix de Feu, c'est exact. Il y avait des Croix de Feu, il y avait des fascistes qui se manifestaient. Et lorsqu'il y avait des... Maintenant que vous me posez toutes ces questions, ça me revient à l'esprit. Lorsqu'il y avait des élections à Oran, il y avait des élections où ils fustigeaient les Juifs, et puis ça rejaillissait dans toutes les villes du département. Quel terme employait-il lorsque il y avait ces élections? Quel terme employait-il contre les Juifs? Je ne me souviens plus très bien. Et lorsque on fustigeait les Juifs, les musulmans le prennent comment? Les musulmans ont été neutres, pour le moins neutres, corrects. Ils n'ont jamais profité, tout au moins dans la région de Tlemcen, de la situation pour, par exemple, se manifester contre les Juifs. Ils ont toujours été corrects. J'ajouterais même que même pendant la guerre, lorsqu'il y a eu les mesures anti-juives du gouvernement de Vichy, c'était dur puisque tous les enfants des écoles étaient renvoyés, les professeurs... Oui, d'accord. Nous sommes 1936, il y a le Front populaire, mais d'abord, vous vous souvenez des événements de février 1934, par exemple? Oui. Est-ce qu'il y a eu des répercussions, bien que ce soit 2 ans avant le Front populaire, oui. Mais il y a eu des événements en 1934, par exemple, en France. Est-ce que ça rejaillit sur la vie? Dans la région de Tlemcen, je n'ai pas de souvenance, mais je crois que non, ça a été presque normal, je pense. Et donc, le seul événement, c'est 1936. 1936. Est-ce que c'était une croisée des chemins, vous pouviez dire? Est-ce que c'était une croisée des chemins ou est-ce que... Oui, ça donnait beaucoup d'espoir en disant, bon, il y a quand même à la tête du gouvernement français un juif qui va probablement faire de bonnes choses pour l'État français. Hein, on pensait, parce qu'on était vraiment
imbibés de l'éducation française. Nous étions vraiment imbibés. On se sentait réellement français, mais les relations entre nous, juifs, français, et les Français de souche, ou les musulmans, d'une façon générale, elles étaient plus que valables, elles étaient normales, il n'y avait pas de cette inimitié entre les uns et les autres. Maintenant, chacun, évidemment, pensait ce qu'il pensait intérieurement, mais extérieurement, ça ne se manifestait pas. C'est-à-dire que ça n'agissait pas autrement. Maintenant, 1936, 1937, la guerre d'Espagne, est-ce qu'il y a ça rejaillit sur la vie? Bon, la guerre d'Espagne, chacun pensait, parce que c'était Léon Blum qui était au pouvoir. Oui, mais lorsque l'on lit les journaux, il y a l'Allemagne qui intervient. Il y a l'Allemagne qui intervient, il y a Léon Blum qui veut la non-intervention. Était-ce un bien, était-ce un mal à l'époque? Et les Juifs pensaient comment? Et les Juifs pensaient, mais ne se manifestaient pas. Hein. Ils gardaient leur calme. Entre eux, peut-être, ils discutaient de l'opportunité de faire ceci ou cela, mais ils ne manifestaient pas outre mesure. Vous pouvez dire que les Juifs, à ce moment-là, étaient neutres, c'est-à-dire qu'ils avaient abaissé le profil? Ils se tenaient vraiment de façon à l'écart, de façon à ne pas ni critiquer ni être critiqué, autant que faire se peut. C'est-à-dire de tenir le milieu, quoi. Voilà. S'asseoir sur... Oui. Bien sûr, chacun pensait intensément dans son fort intérieur, mais le comportement extérieur était tel qu'il ne fallait pas créer une animosité avec autrui. Mais à la synagogue, quand vous alliez le Shabbat à la synagogue, est-ce qu'il y avait une dracha du rabbin de se tenir à l'écart, de rester calme? Est-ce qu'il y avait un appel au calme, de ne pas se montrer dans ces moments-là? Je ne me souviens pas de ceci, mais je pense que c'était tout naturel, que chacun comprenait, sans même qu'il y ait de leçons faites par quiconque vis-à-vis des autres. Vous êtes sorti à une manifestation du Front populaire. Oui. Est-ce que votre père vous en a empêché, par exemple, ou vous a laissé faire Non, mon père ne m'a pas empêché. Et puis dans la manifestation populaire, nous n'étions pas que des juifs. Hein. Il y avait des arabes, il y avait des chrétiens, mais je n'ai pas été empêché par mes parents. Être juif, c'était se tenir à l'écart de tous ces événements parce que vous sentiez que cela ne vous concernait pas, ou alors il y avait une crainte d'un remous? Il fallait quand même avoir un comportement pour essayer de ne pas froisser les autres. Bon. Et les autres, peut-être, vis-à-vis de nous, faisaient peut-être la même chose, et c'est ce qui faisait qu'on vivait quand même dans une convivialité relative. Et est-ce que, en lisant la presse, est-ce que vous pouviez ressentir que... Comment voyez-vous Hitler, l'Allemagne, ses Juifs, dans la presse? Comment c'était produit? Ben, il y avait des journaux de gauche qui, évidemment... Non, mais vous-même... pour moi-même, évidemment, quand Hitler est arrivé au pouvoir, c'est ce que vous voulez dire. Bon, évidemment, on ressentait ça avec beaucoup plus que de peine. On sentait que le danger grandissait. Hein? Ces discours, est-ce que c'était retransmis dans la radio française? Est-ce qu'on les entendait? On a entendu les discours de la radio française. Et j'ai même entendu une fois un discours, parce que je vous disais qu'on n'avait pas la télé à l'époque, mais c'était à la radio, de Léon Blum. Je reviens un petit peu à Léon Blum, un peu en arrière, en 1936, lorsqu'il le disait, lorsqu'il avait fait les congés payés, alors que les Français n'avaient jamais connu encore beaucoup ni la mer, ceux qui habitaient au centre de la France, etc. Et il disait, je construis avec mon gouvernement dans le roc. Il disait dans le roc. Et c'est la vérité, puisque les 15 jours de congés payés n'ont jamais été démolis, bien au contraire, ça a été élargi au point que maintenant on en est à 1 mois et demi. Voilà par exemple.
Mais lorsqu'on entendait Hitler à la radio,